Bien, bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour cette session qui sera en mode hybride, puisque nous avons beaucoup de participants qui sont avec nous en distanciel, et puis une intervention qui aura lieu également en présentiel. Donc tout d'abord, nous allons accueillir Cécile Lacotte-Cocro qui est connectée. Bonjour, et qui va nous parler, puisque dans cette séance, nous nous intéressons à l'observation participative. Donc, nous avons vu ce matin les méthodes de recherche participative et aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser aux défis éthiques du chercheur qui s'intéresse à ces sujets singuliers, aux sujets autistes, des personnes donc, qui sont souvent un peu marginalisées. Et nous allons voir comment le chercheur peut élaborer des stratégies de recherche pour permettre de faire entendre la voix de ces personnes qui souvent restent malheureusement en marge. Je vous laisse la parole. Eh bien, bonjour, ravie d'être parmi vous aujourd'hui, même si c'est à distance. Merci, je tiens également à remercier donc les organisateurs du colloque pour m'y avoir convié. Et donc, je vais partager avec vous les résultats de notre recherche dans le cadre du Centre de recherche en éducation de Nantes. Donc, une recherche dédiée à effectivement un public singulier, les sujets autistes qui donc ont accompagné 3 années de recherche. Donc, interroger les marges, les frontières épistémiques, les frontières d'accès au savoir, c'est véritablement l'enjeu éthique de notre recherche. C'est précisément le défi soulevé par notre recherche auprès de jeunes adultes autistes non-verbaux ou ce qu'on appelle dyscommunicants. Le programme de la recherche Participe 3.0, comme son nom l'indique, est donc centré sur la participation d'un public en marge sociétale. Il vise à accompagner 8 jeunes adultes autistes, dyscommunicants, via des outils de réalité virtuelle vers un projet d'habitat inclusif ouvert sur la cité. Alors, peut-être pour repréciser ce qu'est un habitat inclusif, c'est non pas un logement dans une institution spécialisée médico-sociale, comme ces jeunes sont habitués à y vivre depuis leur première enfance, mais un habitat dans un milieu ordinaire, celui de la cité démocratique au sens grec, qui donc répond aux injonctions finalement internationales que les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l'égalité avec les autres, leur lieu de résidence, d'une part, où et avec qui elles vont vivre, sans être obligées de résider dans un milieu de vie particulier. Donc c'est véritablement un enjeu éthique que l'on peut décliner sous 3 angles. Un enjeu éthique technologique, puisqu'il va s'agir de mettre un casque de réalité virtuelle, donc de cacher le visage de ces jeunes adultes, adultes qui ne sont pas en capacité de s'exprimer. Comment est-ce qu'on requiert le consentement d'une personne qui ne peut pas parler, à qui l'on cache le visage? Premier enjeu éthique. Deuxième enjeu éthique, un enjeu que je nommerais philosophique, sans pouvoir réellement le décliner dans cette communication, puisque nous avons affaire à un public vulnérable, porteur de troubles de développement intellectuel, de troubles moteurs et de troubles du langage. Et enfin, un enjeu éthique dans l'accès à une cité interdite, à une démocratie dont les portes se ferment, puisque le logement ne fait pas partie de la cité commune. Habiter, ce sont les travaux de Bachelard principalement, constitue bien un trait fondamental de l'être humain. C'est à partir de cette coquille initiale que toute personne peut devenir citoyenne. L'habitat est donc une composante essentielle à la dignité de la personne humaine. Remontons le fil du temps pour souligner les marges et les frontières imposées au handicap à partir du concept de liminalité. La liminalité, c'est le fait d'être assigné à une place, à un lieu, à la frontière qui n'est pas tout à fait la société. Les gravures que je vous propose donc, datent déjà du XVe siècle. Peut-être vous connaissez-vous ces nefs des fous, ces bateaux sur lesquels on installait tous ceux qu'on imaginait bizarres, fous, touchés par une dite déficience
Et ces bateaux avaient pour mission, les bateliers avaient pour mission de faire en sorte de transporter ces fous d'un port à l'autre sans jamais qu'ils puissent toucher le sol des villes où leur présence n'était absolument pas bienvenue. Une autre gravure, cette fois de Jérôme Bosch, toujours début du XVIe siècle, explicitement appelée la nef des fous, le bateau où l'on imposait à ces personnes dites inquiétantes, inadéquates, de ne pas toucher les portes de la cité. Hannah Arendt parle de deux morts pour l'individu, la mort physique et la mort sociale. Effectivement, la vulnérabilité, la différence relève à cet égard-là de la disparition sociale. Aujourd'hui, que reste-t-il de cette liminalité si l'on considère cette absence d'accès au savoir, donc la liminalité épistémique? Eh bien, d'un côté, il y a les préconisations de l'UNESCO, déjà 30 ans, d'associer activement les personnes handicapées à l'éducation et à la formation, la loi 2005 que tout le monde connaît. Et d'un autre, il y a la réalité. Les autistes, dans leur, je dirais, dans leur partie du trouble autistique la plus sévère, ce sont les autistes non-verbaux avec trouble du développement intellectuel, eh bien, c'est encore pour eux une réalité de marge sociale, une réalité de marge scolaire, et je dirais même une réalité de marge de la recherche. 6% seulement des participants aux études publiées sur le TSA, l'autisme, sont des autistes non-verbaux avec troubles du développement intellectuel. Or, cette population constitue 40% de l'autisme. Effectivement, c'est un défi éthique pour l'éducateur et pour les chercheurs que de mener une recherche auprès de ce public. Alors, nos questions de recherche, elles se déclinent sous deux versants. Un premier versant, vous l'avez compris, c'est tout simplement comment, par des outils de réalité virtuelle, étayer l'autonomie de ces jeunes, les apprentissages, pour leur permettre d'accéder à un habitat et de quitter un logement en institution médico-sociale. Et puis, implicitement, c'est comment permettre l'accès, la participation sociétale effective pour un public qui est encore soumis à l'iminalité. Vous découvrez le profil du public, donc 8 jeunes, 4 hommes, 4 femmes, donc qui ne sont pas en capacité, ou très peu, d'écrire, de lire, avec des troubles sévères du langage, praxique et intellectuel. La recherche est dite participative, donc elle s'inscrit sur les travaux de Patrice Bourdon, donc concept de sujet participant, qui préconise plusieurs leviers pour que réellement la recherche puisse être collaborative et participative. Donc cela impose de travailler non pas avec les participants, travailler avec les participants et non pas sur les sujets participants, comme c'est souvent le cas. Le premier levier, c'est donc l'équité des expertises qui sont reconnues, donc bien sûr l'expertise des guidants professionnels, les éducateurs qui les accompagnent, de la famille, expertise toujours très précieuse, l'expertise également des chercheurs, des laboratoires de réalité virtuelle et donc du CRA, le Centre de ressources autisme, qui soutient cette recherche également. En ne perdant pas de vue l'aspect anthropocentré, c'est-à-dire le sujet qui est au cœur du processus, en reconnaissant que tout sujet peut devenir acteur du changement de sa vie. Dans le cadre de la réalité virtuelle, même si vous n'êtes pas expert, traditionnellement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une capsule, ce qu'on appelle une capsule vidéo, est conçue par des informaticiens. Et ensuite, la population vient dans un laboratoire pour effectuer les tests d'une manière très nomenclaturée. Là, c'est absolument impossible. C'est un public qui qui nécessite, pour se confronter au milieu extérieur, une habituation extrêmement longue. Et le fait de leur proposer d'aller dans un user lab annihilerait une très très grande partie de leurs compétences. Par conséquent, la recherche, elle se fait en immersion, in situ, et les capsules se réalisent en 4 temps.
En premier temps, les informaticiens envisagent avec les chercheurs une capsule. Donc là, la première capsule, ça va être comment préparer un repas en autonomie, par exemple. Cette capsule, elle est dans un deuxième temps pré-testée par l'équipe de recherche. Et c'est donc une boucle itérative incrémentale, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des remédiations au regard des retours d'usage qui sont faits au test. Un troisième temps, ce sont l'équipe éducative des éducateurs qui vont tester la capsule. À nouveau, des remédiations en fonction des remarques et des observations des professionnels qui connaissent au plus proche les résidents, les participants. Et enfin, dans un dernier temps, la capsule est proposée aux jeunes eux-mêmes et en fonction de leur retour, de leurs attitudes, de leur comportement, des quelques mots qui sont en mesure de nous transmettre, elle est à nouveau modifiée et cela sur l'ensemble des 3 années de recherche. Donc c'est vraiment une conception particulière. Un troisième levier pour réellement rendre participative et efficiente ces apprentissages, c'est ce qu'on appelle la guidance triangulée en réalité virtuelle. Donc, le jeune est immergé dans un environnement de réalité virtuelle, mais il n'est pas seul. Il choisit le tiers guidant qui va l'accompagner durant cet essai. Donc, c'est aussi un travail sur l'autonomie décisionnelle, la conscience de soi et l'autodétermination qui peut s'instituer lorsque le sujet est vraiment interagissant, y compris en réalité virtuelle. Ça sous-entend de revenir sur un cadre théorique qui est celui de l'autonomie que nous soutenons. Donc l'autonomie, ce n'est absolument pas le fait d'être privé de soutien, ce n'est pas être absolument indépendant sur chacun de ses gestes. C'est une autonomie qui invite à pouvoir trouver des ressources nécessaires au sein d'un environnement qui va être dit capacitant ou en affordance si on reprend les travaux de Gibson. Cette autonomie, elle s'effectue donc par paliers. Je vais en prendre simplement 2 ici, que vous allez voir décliner. Donc l'autonomie assistée, si on travaille sur le milieu en affordance, on va rendre le milieu capabilitant, de sorte que l'usager va pouvoir interagir au sein de ce milieu. Et puis la seconde autonomie, qu'on appelle l'autonomie déléguée, que l'on vient de présenter, c'est être en appui grâce à une tierce personne pour décider de son comportement et des apprentissages. Donc autonomie assistée par le milieu, autonomie déléguée avec un tiers guidant. Se pose une problématique, un défi vraiment majeur que la réalité virtuelle peut-être pourrait mieux résoudre que le réel, paradoxalement, c'est la communication, le langage verbal. Or, dans la réalité virtuelle, il existe un artefact qu'on appelle le raycasting, que vous voyez à l'écran, et qui permet, non pas par des mots, mais en bougeant la main, d'interagir, de déclencher un rayon lumineux, donc raycasting, un faisceau lumineux, qui va se déclencher et qui va permettre de mobiliser dans le scénario de réalité virtuelle l'ensemble des éléments, de les bouger, de les déplacer, de signifier, comme vous le voyez à l'écran, que je souhaite continuer en pointant le pouce vert, le pictogramme pouce vert, ou en arrêtant en pointant le pouce rouge. Donc ce sont des pictogrammes qui ont été travaillés avec les équipes et que les résidents connaissent. Et ça, c'est effectivement extrêmement important à 2 titres. D'une part, on est sûr du consentement éthique de la personne. C'est essentiel pour nous en tant que chercheurs, pour moi particulièrement. Et puis également, ce consentement éthique, cette interaction par pictogramme, va favoriser l'autodétermination du sujet. Et cette autodétermination, quand on vit depuis son enfance dans une institution médico-sociale, donc forcément collective, elle est assez peu présente. Je vous présente très rapidement un tout petit extrait pour que vous puissiez vous rendre compte, mais le son n'étant pas satisfaisant, je vais vraiment vous plonger rapidement dans ces images qui sont des images de ce qui se passe sur le terrain. Bravo. Apporte bien ça. Tu allumes le micro?
Ça veut dire quoi quand ça sonne? Le plat. Le plat est prêt. Ouais. Alors, on sort l'assiette. Comment on fait? Ouh, c'est rouge, c'est chaud. Qu'est-ce qu'on prend pour ne pas qu'il... Voilà, donc un petit extrait où on voit comment le jeune apprend les étapes du repas sans les risques qu'il rencontrerait dans le milieu réel, à savoir se brûler, à savoir se couper par exemple, pour prendre de risques. Et puis un second extrait où l'on va pouvoir observer la fenêtre d'écran, la fenêtre a été fermée. Ah ben, on va reprendre, c'est pas grave. C'est parti du... Je pense que vous l'avez à nouveau à l'écran. Oui, ça y est. Bon, excusez-moi pour cette petite... Alors, je reprends. Donc, on passe rapidement sur comment on peut exprimer son point de vue. Je veux arrêter. Voilà, c'était juste pour éclairer un petit peu les propos qui ne sont pas forcément faciles à saisir quand on ne maîtrise pas l'univers de la réalité virtuelle. Donc, ces pictogrammes vont permettre d'être finalement un substitut au langage et un substitut à l'autonomie décisionnelle qui peut leur faire profondément défaut. Le cinquième levier, sans rentrer dans les détails également, on voit qu'on a travaillé sur le milieu, donc le milieu assisté, en apportant des étayages exogènes, c'est-à-dire dans la salle où se passent les essais de réalité virtuelle, et puis des étayages dans la capsule elle-même. Donc les étayages exogènes, une guidance triangulée par le professionnel qui accompagne, une communication alternative, des activités qui ont été anticipées, une salle pour laquelle la luminosité et le son ont été atténués, et puis, ce qui est très important dans l'autisme, ce que les préconisations rappellent, c'est de permettre un retrait dans un endroit calme, avec un espace de répit, que ce soit en milieu réel ou virtuel. Donc, une salle de retrait, d'apaisement et d'hypostimulation qui va permettre aux jeunes, durant son essai, non pas d'arrêter l'essai, s'il n'en a pas envie, mais de faire une pause dans un jardin dont ils ont choisi les couleurs, les objets, les sons, et également dans lesquels ils retrouvent des objets enveloppants contenants, tels le matelas, le hamac, la fontaine. Je vous fais entendre un tout petit peu le bruit de la fontaine, comme si on y était. Alors, quelques résultats. Déjà, en premier résultat, très important, c'est que ce pointage, la capacité de pointer, elle s'est augmentée de manière consensuelle pour l'ensemble du groupe, avec une majorisation de l'autonomie décisionnelle et comportementale. Le pointage, peut-être le rappeler, c'est que ce n'est pas juste un geste de mettre sa main pour déclencher quelque chose. Mais au niveau cérébral, au niveau neurologique, le pointage, c'est une praxie, un geste de motricité qu'on appelle fine, de haut niveau, qui va induire des fonctions exécutives particulières, telles la planification, l'anticipation. Et les travaux sur cet axe-là montrent combien un geste de pointage réussi va favoriser l'autonomie et le développement psychique du sujet. Alors, minorons tout de même les résultats. On voit que là, tout a l'air efficace, que le pointage est acté pour tous de façon régulière et constante. Rappelons quand même que pour certains, le pointage s'est établi sur plus de 15 essais et plus de 2 ans avant d'y arriver. Donc, c'est vraiment un travail, un accompagnement extrêmement long, extrêmement lent, mais c'est la temporalité qui leur convient pour que les apprentissages puissent se développer. Et ce que la recherche prouve aussi, c'est que c'est possible. Pour conclure, quelques limites et perspectives à cette recherche. Eh bien évidemment, c'est une recherche qualitative sur 8 jeunes adultes. Donc se pose la question de la généricité potentielle de cette recherche qui est contextualisée. Elle a été ici soutenue par un consortium scientifique très solide, 5 laboratoires de réalité virtuelle, un soutien scientifique et financier important, des partenariats, une analyse de pratique avec les éducateurs, les médecins et les psychologues. Donc effectivement, dans un cadre de classe, qu'en est-il de cette généricité potentielle? Ça, c'est un bémol certainement de cette recherche, même si les résultats, eux, restent transférables.
Les savoirs théoriques sont parfois fragiles et demandent à être soutenus également. C'est une autre limite. Lorsqu'on travaille avec des enseignants ou des éducateurs néophytes, dont les formations restent parcellaires sur les troubles du neurodéveloppement ou des TSA. Or, l'accompagnement d'un sujet, d'un élève ou d'une personne avec autisme ne s'improvise pas. Elle nécessite une formation préalable qui parfois est un peu parcellaire, un peu juste. Dans les points positifs, eh bien sûr, c'est cette richesse d'avoir pu travailler, de mettre en convergence des expertises plurielles, collaboratives et réellement participatives. C'est cette réflexion sur une posture éducative qui change, qui est offerte à l'altérité, soutenue par deux principes qui sont les principes d'éducabilité et de capacité, dans une éthique de la responsabilité. Donc là, je fais écho aux travaux de Lévinas sur l'éthique de la vulnérabilité et de la responsabilité, et pour la capacité et l'éducabilité aux travaux de Philippe Mérieux et du dernier prix Nobel indien Amartya Sen. Enfin, dernier point, mais effectivement, cette recherche n'est pas restée une pure recherche d'abstraction, c'est une réalité. Les jeunes ont tous pris possession des clés de leur habitat dans le milieu commun, dans leur nouvel habitat, ce qui inscrit leur participation sociale et leur place dans la cité. Voilà, je vous propose cette petite citation de Bourdieu qui reste toujours extrêmement d'actualité, ainsi que les marges qui malheureusement perdurent en liminalité sur certaines populations. Comprendre les espaces tues où se nuent les conflits invisibles, la mésestime, la distance sociale par ceux qui la vivent. Voilà, j'arrête le partage. J'espère ne pas avoir trop débordé avec les... pour cette présentation. Alors, je vais peut-être passer la parole à la salle s'il y a des questions. On a un peu moins de 5 minutes pour des questions. Peut-être le temps que les questions émergent de la salle. Une première question qui porterait sur la transférabilité finalement de cet entraînement sous forme de réalité virtuelle vers la réalité concrète pour ces jeunes adultes. Oui, ok. C'est une très bonne question, en particulier dans le cadre de l'autisme, puisque on sait que du fait des fonctions exécutives potentiellement altérées, le transfert d'apprentissage est un écueil que l'on retrouve fréquemment chez les personnes autistes qui ont du mal, des difficultés à transférer un savoir vers un milieu qui n'est pas tout à fait le même milieu. Donc, on va parler du principe d'immuabilité. Pour essayer de minorer cet écueil et de permettre le transfert en milieu réel, on a travaillé dans les capsules de réalité virtuelle à modifier ce qu'on appelle des micro-variations, des gammes de micro-variations, c'est-à-dire qu'à un moment, le frigo n'était plus blanc, il était rouge, le micro-ondes avait changé de place, on avait interverti le tabouret et la poubelle pour travailler cognitivement sur ce qu'on appelle des micro-variations de perception, de sorte que dans un milieu réel, il y ait vérification de ces apprentissages. Alors, ce qu'on sait pour le moment, puisque la recherche, elle s'est terminée il y a 6 mois, on a répliqué et filmé donc, les jeunes dans leur habitat. Et il y a 3 points particuliers qui ressortent. Ce qui est le mieux mémorisé, c'est ce qui a été le plus pointé par les jeunes de façon vraiment interagissante, à savoir, ce qu'ils retiennent très très bien, c'est qu'il faut mettre la cloche dans le micro-ondes pour protéger et le micro-ondes et leur assiette, qu'il faut se protéger avec les gants. Donc on a vu dans le petit extrait par exemple que l'assiette elle était rouge et qu'il y avait de la fumée qui sortait, donc on travaillait, on appelle ça des aides cognitives logicielles, et que tout ce qui était doublé de voix de synthèse restait aussi très bien dans les apprentissages. Ce qui va être plus compliqué, c'est ce qui peut-être pour une personne lambda va paraître du bon sens et qui ne le saura pas si ça n'a pas été travaillé, par exemple enlever
la capsule plastique qui va se trouver sur un plat préparé parce que ça n'a pas été travaillé. Donc voilà, tout simplement. Donc en fait, le scénario en lui-même, il est acquis, quelle que soit la couleur du micro-ondes, dans leur pièce, tout ça, ça fonctionne bien. Après, il reste des aménagements à la marge, je dirais, voilà, pour vraiment rendre cela concret pour certains d'entre eux. Pour certains d'entre eux. Merci. Y a-t-il des questions dans la salle? Bon, peut-être juste une dernière. En termes de fatigabilité, cet entraînement avec la réalité virtuelle, Oui. quels sont les effets que vous avez notés sur la personne? Alors, il y a deux éléments. Je ne l'ai pas précisé, mais en fait, la durée de la réalité virtuelle de la capsule, elle était au maximum de 20 minutes. C'est ce que la littérature préconise dans un cadre de réalité virtuelle, parce que je ne l'ai pas évoqué également, mais tout n'est pas absolument parfait en réalité virtuelle. Loin de là, il y a aussi des effets secondaires potentiels, en particulier des confusions entre la réalité et la virtualité. Il peut y avoir des phénomènes d'addiction, il peut y avoir des phénomènes de vertige, de troubles vestibulaires qu'on a étayés par des chaises particulières, par des assises, par des hauteurs de jambes, etc. Donc ça, c'est possible. Donc le temps maximum était de 20 minutes. Et précisément, l'espace de répit, le jardin sensoriel qui a été proposé. Donc on a calculé le nombre de fois où ils y allaient d'eux-mêmes et le temps qu'ils y restaient. Alors, avant qu'ils ne puissent eux-mêmes aller dans ce jardin virtuel, il a fallu pour certains compter entre 3 à 18 mois, le temps que le pointage soit maîtrisé. Donc c'est une praxis fine très complexe. Mais une fois que le pointage a été maîtrisé, les résultats prouvent que non seulement ils vont d'eux-mêmes dans ce jardin, mais qu'ils y vont de plus en plus au fil des séances et qu'ils y restent extrêmement longtemps. Et quand on leur demande, ben, est-ce que tu es dans le jardin parce que ben, là, tu veux en sortir, tu peux arrêter la... Voilà, chacun était libre de faire ou de ne pas faire l'essai. De toute façon, quand une personne autiste n'a pas envie de faire une activité, elle ne le fait pas. Hein. Donc, il n'y a pas de politesse. Tiens, il y a un essai, on va l'effectuer ensemble. Pas du tout. Non, c'était vraiment un temps qui leur était nécessaire pour recouvrer une disponibilité cognitive, donc un apaisement sensoriel. Donc ça, c'est vraiment, autant dans le milieu réel que virtuel, de permettre un sas de retrait cognitif et sensoriel, c'est extrêmement important. C'est aussi un des atouts de cette recherche.